Dashiell Hammett, 1894-1961, n'est pas seulement le fondateur du roman noir américain. Il a été aussi un militant très actif aux côtés de la gauche américaine. Alors que s'achève sa carrière d'écrivain au milieu des années 30, après 5 romans et plus d'une cinquantaine de nouvelles, l'auteur du Faucon maltais s'engage dans le combat politique, aussi bien pour l'obtention des droits civils pour les Noirs que dans la lutte contre le franquisme et le nazisme. Mais à partir de 1947, la guerre froide engendre aux États-Unis un climat de suspicion généralisée envers les communistes, ou supposait-elle. La chasse aux sorcières, incarnée par la Commission sur les activités anti-américaines, prend pour cible les milieux intellectuels, en particulier Hollywood. Cette sombre période voit son apogée en 1951 au cours du procès des époux Rosenberg. En tant que président du Civil Rights Congress de New York, une organisation communiste, Hammett est une personnalité exposée. Il sera convoqué 2 fois devant les tribunaux, d'abord en juillet 1951, il est alors condamné à 6 mois de prison pour outrage à magistrat. Puis, en 1953, lors d'un interrogatoire mené par un sénateur trop zélé, Joseph McCarthy. Gérard Deréby, qui dirige les éditions Alias, avait permis l'apparition en 1902 de la correspondance de Hammett. La mort, c'est pour les poires. Il a publié en mai 1909 Interrogatoire, dans une nouvelle traduction intégrale regroupant les textes des auditions dont une audience à huis clos, inédite à ce jour. Si Interrogatoire rend compte de l'éthique personnelle de Dashiell Hammett, de son refus d'être un délateur, c'est aussi un livre témoignage et désormais une pièce radiophonique qui montre la ligne de conduite qu'il ne cessa de suivre. Hammett, devant ses persécuteurs, resta muet, inflexible, droit comme un i. Je vous propose donc de suivre cette pièce radiophonique sur les interrogatoires de Dashiell Hammett. Témoignage de Dashiell Hammett le 9 juillet 1951. Devant le juge Sylvester Ryan de la cour d'appel du Second District, New York. Audience de l'après-midi, 14h30. Bien, monsieur Hammett, veuillez à présent venir à la barre. Samuel Dashiell Hammett, convoqué comme témoin dûment assermenté, a témoigné comme suit. Maître Rabinovitz, vouliez-vous dire quelque chose? Votre honneur, je voulais tout d'abord préciser que Maître Kaufmann et moi-même assisterons monsieur Hammett. Ensuite, je voudrais déposer ici une requête préliminaire pour infirmer la citation à comparaître, car cette citation à comparaître porte en tête la mention États-Unis versus Hall. Le document de cette citation à comparaître ne comporte pas de numéro de référence. Il m'a été impossible de retrouver trace de cette procédure et à ma connaissance, il n'existe aucune action en cours devant cette cour portant le nom États-Unis versus Hall. Le témoin est présent devant la cour va maintenant l'interroger, indépendamment de la validité de la citation à comparaître qui lui était destinée. La requête est rejetée. Monsieur Seppel, vous avez la parole. Monsieur Hammett. Oui, avant que vous ne commenciez, monsieur Hammett, et de manière que vous puissiez comprendre votre rôle ici, vous êtes convoqué en tant que témoin devant cette cour. Si au cours de votre interrogatoire, vous estimez nécessaire de prendre conseil auprès de vos avocats avant de répondre à une question, faites-en simplement la demande et cette possibilité vous sera accordée. La chose est-elle entendue? Oui. Monsieur Hammett, est-il exact que vous êtes un des 5 administrateurs du fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques? Je refuse de répondre à cette question car la réponse pourrait me porter préjudice. Je fais valoir mes droits garantis par le 5e amendement. Monsieur Seppel, je crois que l'intitulé de ce fonds n'a pas été correctement énoncé lors de votre question. Je vous engage par conséquent à reformuler votre question. Bien. Monsieur Hammett,
Je vous montre... Non. Reposez votre question une nouvelle fois de façon à ce que nous puissions obtenir une réponse. Est-il exact que vous êtes l'un des 5 administrateurs... Non, l'un des administrateurs. Êtes-vous l'un des administrateurs du Fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York? Je refuse de répondre. Dois-je répéter les raisons invoquées pour ce refus? Oui. J'invoque mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution américaine et je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre à la question. Votre honneur, je refuse de répondre à la question pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons que vous avez formulées? Oui. Bon, je vous présente comme preuve la pièce à conviction numéro 6. Le registre des procès-verbaux du Fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York. Et j'attire particulièrement votre attention sur un compte-rendu en date du 14 novembre 1949, rédigé comme suit. Les administrateurs se sont mis d'accord pour déposer une caution d'un montant allant jusqu'à $1000 par personne, pour une période de 30 jours pour les 16 membres de la Fédération des syndicats maritimes grecs détenus à Ellis Island. Il a été noté qu'en date du 3 novembre 1949, une caution d'un montant global de $260 000 avait été déposée dans l'affaire des 11 dirigeants communistes condamnés en vertu du Smith Act. Cette mesure a été prise suite à ce qui avait été décidé par les administrateurs au cours de leur réunion du 22 juillet 1948, signé Frédéric V. Field. Je vous pose la question. Avez-vous vu ce registre des procès-verbaux auparavant? Je refuse de Vous répondre. êtes en train de montrer aux témoins la pièce à conviction numéro 6, c'est exact. Oui, votre honneur. Je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Avez-vous examiné... S'il vous plaît, monsieur Sepol. Avez-vous examiné... S'il vous plaît, monsieur Sepol. Monsieur Hamet, je vous ordonne de répondre à la question. Je refuse de répondre à la question pour les mêmes motifs. Bien. Avant que vous ne déclariez votre refus de répondre, avez-vous examiné le document que je vous ai présenté? Puis-je consulter mes avocats? Oui, certainement. Puis-je demander que la question soit lue? Oui. Le procès-verbal pourra-t-il mentionner que le témoin a consulté ses avocats et est à présent revenu à la barre? Puis-je entendre cette question? Avant que vous ne déclariez votre refus de répondre, avez-vous examiné le document que je vous ai présenté? Pièce à conviction numéro 6, produite par le gouvernement. Oui. Bon, avez-vous examiné à présent le procès-verbal en date du 14 novembre 1949 auquel je fais référence? Je l'ai examiné. Et après l'avoir examiné, refusez-vous de répondre à la question à laquelle la Cour vous ordonne de répondre? Oui, je refuse de répondre. En référence à ce procès-verbal en date du 14 novembre 1949 que je vous ai lu, remarquez-vous la présence de plusieurs initiales dans la marge de gauche? 4, pour être précis. Oui. Les reconnaissez-vous? Je refuse de répondre à cela. Mais j'aimerais, avant de refuser de répondre, poser cette question. Est-ce que je les reconnais comme étant des initiales? Je dirais que oui. Reconnaissez-vous l'écriture des signataires? Je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne d'y répondre. Votre honneur, je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Sans me dire si les premières initiales sont les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre, vous paraissent-elles ressembler aux initiales DH? Elles le paraissent. S'agit-il de vos initiales? Je refuse de répondre à cette question. S'agit-il de votre écriture? Je refuse de répondre à cette question pour les raisons invoquées. Autrement dit, vous estimez que la réponse peut vous porter préjudice? Oui. Je vous ordonne de répondre à la question. Avec tout mon respect, je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Je vais vous poser une question, monsieur Hamet. Est-ce bien là votre nom? C'est cela. Avez-vous, de quelque façon que ce soit, comploté, soutenu ou encouragé, organisé ou aidé à la mise en œuvre de la non-comparution de Robert J. Thompson, Gilbert Green, Gus Hall et Henry Winston, ou de l'une de ces personnes dans cette affaire depuis le début de l'action en justice intentée contre eux? Je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons déjà invoquées. Connaissez-vous Robert J. Thompson? Je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Avez-vous vu Robert J. Thompson depuis le jeudi 5 juillet? Je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour la même raison. Connaissez-vous Gilbert Green? Je refuse de répondre
car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Avez-vous vu Gilbert Green depuis le jeudi 5 juillet? Je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Connaissez-vous Gus Hall? Je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Avez-vous vu Gus Hall depuis le jeudi 5 juillet? Je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Connaissez-vous Henry Winston? Je refuse de répondre pour les raisons car c'est... Oui. Prenez votre temps, prenez votre temps. Une réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Avez-vous vu Henry Winston depuis le jeudi 5 juillet? Je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre. Monsieur Seppel, vous avez la parole. Quand étiez-vous à New York pour la dernière fois depuis lundi dernier, à savoir le 2 juillet? Il s'agit de la ville de New York, je le précise. La question était quand... Quand êtes-vous venu à New York pour la dernière fois depuis lundi 2 juillet? Le témoin a quitté la barre pour s'entretenir avec ses avocats et est ensuite retourné à la barre. Le procès-verbal peut-il mentionner le fait que le témoin est revenu dans le box après avoir pris conseil auprès de ses deux avocats? Pouvez-vous maintenant répondre à la question? Quand êtes-vous venu à New York pour la dernière fois depuis lundi 2 juillet? J'étais à New York de jeudi matin, vers 11h, jusqu'à vendredi après-midi, vers 16h, et de... environ 13h hier jusqu'à maintenant. Vous voulez dire de jeudi 5 juillet jusqu'à... quand vous dites hier, il s'agit bien de dimanche 8 juillet? Oui. Avant ce jeudi 5 juillet, quand étiez-vous à New York pour la dernière fois? Autant que je m'en souvienne, je n'avais pas été à New York depuis, je crois, 2 semaines, moins un jour. Ça fera 2 semaines. Vendredi, 2 semaines plus tôt. Environ 13 jours. J'attire une nouvelle fois votre attention sur la pièce à conviction numéro 6. Voulez-vous, s'il vous plaît, examiner ce procès-verbal, le procès-verbal du Fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York, daté du 18 mai 1949, et rédigé comme suit. Les administrateurs ont étudié les différentes initiatives du Fonds de cautionnement de sa première réunion jusqu'à ce jour. Les administrateurs ont approuvé le 27 janvier 1948 le paiement à M. Hates de $340 pour l'établissement de ce rapport. Les administrateurs ont également voté un paiement de $50 pour la location d'un coffre à la Amalgamated Bank. Signé George Marshall, secrétaire du Fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York. Monsieur Marshall était le prédécesseur de Monsieur Field, n'est-ce pas? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons que j'ai données. Cette réponse a été faite après la lecture à haute voix de ce document. Êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. J'ai attiré votre attention sur la marge de gauche. Le côté gauche de la marge de cette résolution inscrite au procès-verbal daté du 18 mai 1949. Et là, vous voyez, n'est-ce pas, les initiales écrites à la main. Les premières paraissant être D.H. Je les vois. Est-ce que ces initiales sont vos initiales? Je refuse de répondre à cette question, car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre à cette question pour les raisons invoquées. Avez-vous apposé ces initiales? Je refuse de répondre. Avez-vous apposé les initiales D.H. Je refuse de répondre à cette question pour les raisons invoquées. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre. Savez-vous où se trouvent actuellement Robert J. Thompson, Gilbert Green, Gus Hall et Henry Winston, ou l'un d'eux? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Monsieur Hamet, une caution a été remise devant cette cour... 4 cautions ont été remises devant cette cour par le Fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York pour certifier la comparution ou garantir la comparution de ces 4 personnes dont je viens de vous citer les noms. Le témoignage devant cette cour indique que vous agissez en qualité d'un des administrateurs de ce fonds, que vous avez agi par le passé comme un des responsables et administrateurs de ce fonds. Quand ces hommes ont été libérés sous caution, ils ont été libérés sous la responsabilité des garants. Et puisque les garants sont membres d'une association sans structure légale,
Cela signifie en réalité qu'ils ont été confiés à la garde de ceux qui dirigent et gèrent les affaires de ce fonds de cautionnement et qu'ils ont été confiés à la garde des administrateurs, et le témoignage déposé devant la Cour indique que vous étiez un de ces administrateurs. Et par votre refus de répondre, vous ne violez pas seulement la garantie dont vous êtes dépositaire et que vous avez volontairement assumée en agissant en qualité d'administrateur de ce fonds, mais vous entravez le bon déroulement de cette audience. Oui, non, j'estime que le recours à votre immunité n'a ni base juridique ni fondement réel. Si vous persistez dans votre refus de répondre aux questions qui vous sont posées, en particulier les questions relatives à l'endroit où se trouvent actuellement ces 4 hommes libérés grâce à des cautions remises par le fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York, il est dans l'intention de la Cour de traiter votre cas aussi sévèrement que la loi le permet. J'espère que vous ne nous obligerez pas à le faire. Bien, question suivante. Monsieur Hamet, j'attire votre attention sur ce document de la pièce à conviction numéro 6 rédigé comme suit. Procès-verbal du fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York du 26 septembre 1949. Les administrateurs ont décidé qu'il serait souhaitable d'avoir 2 administrateurs supplémentaires portant leur nombre à 5. Signé Frédéric Vayfield, secrétaire. J'attire votre attention sur la marge de gauche de ce document, où apparaissent des initiales manuscrites. Je vous demande s'il vous semble que les premières de ces initiales sont DH. Il semble que oui. Avez-vous écrit ces initiales? Je refuse de répondre à cette question car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Savez-vous si le fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York avait un compte bancaire? Je refuse de répondre à cette question car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Savez-vous si le fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York avait un coffre à la banque? Je refuse de répondre à cette question car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Savez-vous si le fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York avait un carnet de quittance ou un registre qui tenait la liste des reçus? Je refuse de répondre à cette question car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Savez-vous où est actuellement rangé le carnet de quittance ou le registre d'enregistrement des reçus des cautions du Congrès des droits civiques de New York ou qui le détient? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Votre honneur, puis-je reprendre la parole? Oui, vous pouvez. Monsieur Hamet, je vous montre la pièce à conviction numéro 6. Un document rédigé comme suit, et je vous demanderai de le lire aussi. Compte rendu du fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York du 3 octobre 1949. Il a été établi que W. Alpheus Hutton et Abner Green ont accepté leur nomination à la fonction d'administrateur du fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York. Il a été par ailleurs établi qu'ils ont signé, tout comme les précédents administrateurs, Dashiell Hamet, Robert W. Dunn et Frédéric Vayfield, l'acte d'engagement en date du 26 septembre 1949. 6 joint un exemplaire de l'acte d'engagement. Signé Frédéric Vayfield, secrétaire. J'attire maintenant votre attention sur le lot d'initiales sur la marge de gauche de la page, et je vous demande s'il vous semble que les initiales DH apparaissent bien à l'endroit que je viens d'indiquer. Il semble que oui, monsieur. Il s'agit bien d'initiales écrites à la main. Oui. Dashiell Hamet, est-ce que ce sont vos initiales? Je refuse de répondre à cette question car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Bien, monsieur Hamet, pour terminer, je vous montre un ensemble de 4 actes de caution dans les affaires Henry Winston, Robert Thompson, Gilbert Green et Gus Hall. Et je vous expose ces documents constituant la pièce à conviction numéro 1. Voulez-vous, s'il vous plaît, les examiner et dire à la Cour si oui ou non l'un de ces documents porte votre signature? Vous voulez d'abord une réponse sur l'ensemble? Vous pouvez les étudier un par un. Mais quel document montrez-vous au témoin? Je lui montre en ce moment les actes de caution dans l'affaire Henry Winston et j'attire plus particulièrement son attention sur le dit acte d'engagement qui est joint. Il s'agit de l'acte de caution qui a été confisqué par la Cour. Oui, si la Cour veut. Et la question est? Pouvez-vous vérifier si l'un de ces documents porte votre signature? Je vous montre également un document à la fois. Quand il a dit ces documents, mais j'ai cru que... Allons, je veux qu'il n'y ait aucune confusion.
Regardez d'abord la caution remise au tribunal concernant cet homme, Henry Winston. Ces documents sont ceux que vous tenez actuellement à la main. Vous les reconnaissez? Je refuse de répondre. Avant toute chose, reconnaissez-vous ces documents comme étant ceux de la caution remise au tribunal concernant Henry Winston? Ou comme des documents de caution? Oui. Bon. Pouvez-vous voir si l'un de ces documents, en particulier l'acte d'engagement joint à cet ensemble de documents, porte votre signature? Je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Bon. Veuillez porter une attention particulière à ce qui semble être une mention écrite à la main, ici sur la page... quel numéro de page? Page numéro 2 du document joint intitulé « Accord et acte d'engagement ». Ah voilà. Veuillez porter une attention particulière à la signature qui semble être ou se présente comme étant l'écriture d'un Dashiell Hammett. Voulez-vous bien la regarder? Je refuse de répondre car... non, voulez-vous bien la regarder? Vous ne refusez pas de la regarder, n'est-ce pas, monsieur Hammett? Non, votre honneur. Bon, l'avez-vous regardée? Oui, votre honneur. Avez-vous remarqué une certaine écriture qui se présente comme étant une signature de Dashiell Hammett? Oui. C'est votre signature? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Veuillez maintenant prendre le document suivant. Votre honneur, juste une seconde, si je puis me permettre. Monsieur Hammett, je me réfère de nouveau à ce procès-verbal en date du 3 octobre 1949 et j'attire votre attention sur la phrase rédigée comme suit. Un exemplaire du nouvel acte d'engagement du fonds de cautionnement est joint. Est-ce que l'acte d'engagement joint à la demande de caution de Henry Winston est celui auquel il est fait référence dans ce procès-verbal? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Votre honneur souhaite-t-elle intervenir? Non, pas sur ce point. La cause est entendue. Je vous montre un ensemble de documents faisant partie de la pièce à conviction numéro 1, comprenant les papiers de caution dans l'affaire du fugitif Robert Thompson. Et j'attire tout particulièrement votre attention sur le document intitulé « Accord et acte d'engagement », seconde page de celui-ci. Et je vous demande de l'examiner, et l'ayant fait, de nous dire si oui ou non, il porte votre signature Dashiell Hammett. S'agit-il ou non d'un photostat de votre signature? Je refuse de répondre, car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Vous continuez à refuser? Oui. De même, je vous montre un ensemble de documents dans l'affaire du fugitif Gus Hall, faisant partie de la pièce à conviction numéro 1, et j'attire votre attention sur les documents intitulés Accord et acte d'engagement, seconde page de ceux-ci, et je vous demande si apparaît là le photostat de votre signature Dashiell Hammett. Je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Dans chacun de ces 4 ensembles de documents que je vous ai soumis, je vous ai montré, dans les papiers relatifs à l'affaire du fugitif Gus Hall, un fac-similé de ce qui apparaît dans les autres ensembles et qui est décrit comme un certificat de dépôt du fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York. Et j'attire tout particulièrement votre attention sur le bas de la marge de gauche, où figure la mention suivante, les administrateurs. Il y a donc là un groupe de 6 noms, le premier d'entre eux étant Dashiell Hammett, président. Voulez-vous bien examiner ceci et me dire si oui ou non, vous êtes le Dashiell Hammett qui était président de ce fonds de cautionnement? Je refuse de répondre, car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre. Il me semble qu'à ce stade, si la Cour le permet, entre le registre des procès-verbaux et ces documents en vertu desquels la Cour était parvenue à un accord sur la caution avec les administrateurs, dont M. Hammett Non, mais est un des apparaît-il représentants... clairement que M. Hammett est président de ce fonds? Cela est indiqué de la sorte sur ce certificat de dépôt et sur la base de la mention apportée jusqu'à présent par la pièce à conviction numéro 6, à savoir le registre des procès-verbaux indiquant la participation de Dashiell Hammett aux activités de ce fonds. Monsieur Hammett en est un représentant, en vertu de l'affaire White. Ces réponses ne sont donc pas acceptables, et je demande à présent à Monsieur Hammett s'il connaît bien les procédures de ce fonds, en particulier la tenue du registre des reçus sous la forme de souches qui sont normalement attachées à chaque certificat de dépôt de caution et conservées par le fonds à l'évidence comme trace des reçus qui ont été émis. Bon, connaissez-vous bien ces procédures, Monsieur Hammett? Je refuse de répondre car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre. Monsieur Hammett, la Cour souhaite ici obtenir pour examen les registres du fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York, dont vous êtes un des administrateurs et le président.
notamment ces registres qui répertorient les sommes déposées et les origines de ces dépôts. Et je vous demande si vous êtes disposé à produire ces documents. Je refuse de répondre à cette question car la réponse peut me porter préjudice. J'en déduis donc que vous n'êtes pas disposé à le faire. Est-ce une question? Eh bien, je vous demande si vous êtes disposé ou non à le faire. Je refuse de répondre à cette question car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Bon, est-ce à la question que vous refusez de répondre ou bien s'agit-il des documents que vous refusez de nous fournir en vertu du principe selon lequel cela pourrait vous porter préjudice? Mais j'essaie d'être clair. Je ne sais pas si le témoin se refuse à répondre à la question ou se refuse à produire les registres. Manifestement, le témoin a compris la question. Cependant, il est invité à y répondre. Supposons que vous lui reposiez la question. Monsieur Ahmed, je vous demande si vous êtes disposé ou non à produire les registres incluant la liste des sommes déposées sous la forme de reçus, les livres de compte du Fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York. Je refuse de répondre, car la réponse peut me porter préjudice. Je vous ordonne de répondre. Je refuse de répondre pour les raisons invoquées. Monsieur Ahmed, je vous ordonne de produire, en qualité de président et d'administrateur de ce fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York, tous les livres de compte, registres et documents relatifs à ce fonds qui sont en votre possession ou sous votre responsabilité. Voudriez-vous vous conformer à une telle injonction? Puis-je consulter mes avocats? Oui. Le témoin quitte la barre et discute avec ses avocats, puis retourne ensuite à la barre. Sans reconnaître que j'ai la possibilité de produire de tels documents, ni que je suis en mesure de le faire, je suis dans l'obligation de refuser de les produire. Je vous ordonne de les produire. Je suis dans l'obligation de refuser pour cette même raison. Pour la raison que l'action de les produire pourrait vous porter préjudice? Oui, et sans reconnaître que j'en ai la possibilité, ni que je suis en mesure de le faire. Je crois que je n'ai plus d'autres questions, et je demande à la Cour de déclarer le témoin coupable d'outrage à magistrat. Maître Rabinovitz et vous, Maître Kaufmann, je vous donnerai une occasion, si vous souhaitez en profiter, de poser à ce témoin toute question que vous jugez susceptible d'aider la Cour à statuer sur le bien fondé de cette déclaration du témoin qu'il a opposée aux différentes questions et injonctions qui lui ont été soumises et faites. Maître Rabinovitz, souhaitez-vous poser une question à ce témoin? Pouvons-nous nous consulter un instant? Oui. L'officier de police fédéral est-il présent dans cette salle? Oui. Je n'ai pas de question, votre honneur. Bien, et vous, Maître Kaufmann, souhaitez-vous poser une question? Votre honneur, je n'ai aucune question. Monsieur Ahmed, descendez, approchez-vous de la barre. Monsieur Ahmed, je vous déclare coupable d'outrage à magistrat pour votre manquement et votre refus de vous plier aux injonctions de la Cour et votre refus de répondre aux questions qui vous ont été posées, ainsi qu'aux injonctions de la Cour qui vous ont été formulées de lui fournir les livres de compte, registres et documents relatifs au fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York. Les minutes de cette audience, au cours de laquelle vous avez commis un outrage à magistrat et avez persévéré dans votre conduite récalcitrante, n'ont pas été encore retranscrites. L'audience n'est pas encore close. J'ordonne au sténographe sur le champ et sans retard indu de procéder à la retranscription de ces minutes et je vous confie dès à présent à la garde de l'officier pour être mis en détention provisoire jusqu'à 20 heures, heure à laquelle vous serez convoqué devant moi pour être mis en accusation. Je prononcerai alors la sentence et procéderai à la lecture de l'acte comme l'exige la règle 42A du règlement fédéral de procédure pénale, article 18 du Code des États-Unis. L'officier peut disposer de cet homme. Puis-je déposer une demande en révision de cette décision et l'argumenter, ou bien préféreriez-vous que cela se fasse ce soir? Vous pouvez le faire maintenant si vous le désirez, sinon je vous entendrai à 19h30, si vous voulez être entendu à cette heure-là, sinon à 20h. Je préfère être entendu à cette heure-là. Nous ferons à votre convenance, maître. D'accord. Cela se tiendra dans cette salle. À l'heure dite, l'officier conduira cet homme d'Achille Ahmed devant la cour. Cela se déroulera à 19h30 au lieu de 20h. Monsieur Hunton. Votre honneur. Puis-je suggérer que le témoin soit placé en liberté conditionnelle sous ma surveillance jusqu'à 19h30 ce soir? Il ne semble pas y avoir un quelconque avantage à le placer dès à présent en détention. Il n'en sera tiré aucun bénéfice. La manifestation d'un peu de respect envers l'autorité et la dignité de cette cour en constituera peut-être un avantage. Eh bien, je doute qu'il... Maître, je me suis efforcé d'agir avec une grande patience envers ces différents témoins qui se sont succédés à la barre, et ils ont systématiquement affiché leur mépris de la juridiction et ont défié ce tribunal.
J'estime que la dignité de la Cour et la solennité de sa procédure exigent un placement immédiat en détention. La mise en liberté conditionnelle est par conséquent rejetée. Audience de 19h30. Samuel Dachilamet, veuillez vous lever s'il vous plaît. Samuel Dachilamet, je vous déclare coupable d'outrage à magistrat, suite à votre refus de répondre aux questions, de produire ou fournir les preuves de l'endroit où se trouvent certains livres de comptes, registres et documents en votre possession ou sous votre responsabilité, relatifs au fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques de New York, et plus spécifiquement comme il l'est exposé dans l'acte que j'ai rédigé et que je m'apprête à signer selon les dispositions de la règle 42A du règlement fédéral de procédure pénale, et je signe l'acte. Maître, vous en avez vu un exemplaire? Oui, votre honneur. Renoncez-vous, au nom de votre client, à la lecture de ce document? Oui, votre honneur. Je signe l'acte tel qu'il l'est exigé par la règle 42A du règlement fédéral de procédure pénale. Je le remets au greffier pour être classé et versé au dossier de cette affaire. Samuel Dachilamet, avez-vous quelque chose à ajouter sur les raisons pour lesquelles ce jugement ne devrait pas être prononcé devant cette cour? Rien du tout. Je décide et ordonne que vous, Samuel Dachilamet, soyez placé sous la garde du ministre de la Justice ou de son représentant habilité et incarcéré pour une période de 6 mois ou jusqu'à cette échéance. Vous pourrez ainsi purger votre peine infligée pour outrage à magistrat. Je certifie cet acte pour le dossier. Votre honneur, j'aimerais maintenant déposer une requête. Très bien, je vous y autorise. Votre honneur, j'aimerais à présent déposer une requête pour que l'exécution de la condamnation soit suspendue et que le coupable d'outrage soit mis en liberté sous caution. Caution à laquelle votre honneur fixera un montant raisonnable. Je n'ignore pas que des requêtes similaires ont été déposées dans les 2 autres affaires, que votre honneur les a refusées et que le motif de refus était qu'y accéder constituerait une acceptation de la part de votre honneur. On pourrait l'interpréter de cette manière. On pourrait l'interpréter comme une acceptation de la part de votre honneur. Je n'aime pas le terme acceptation. Reconnaissance, si vous voulez. Très bien, votre honneur. Reconnaissance qu'il y avait en jeu des questions importantes en matière de droit. J'affirme, votre honneur, qu'il y a dans cette affaire, peut-être plus que dans les autres, de très importantes questions de droit, et qu'il serait d'une injustice flagrante que ce coupable d'outrage à magistrat soit placé en détention, en instance d'un appel qui, dans l'ordre des choses, ne pourra être entendu avant l'automne, alors qu'il y a là certainement des questions juridiques importantes. N'était-ce la décision de votre honneur, je dirais que ces questions ne sont pas seulement importantes, mais qu'elles sont toutes du côté de l'accusé. Mais il semble que j'ai tort à cet égard. Je crois que votre plaidoirie obscurcit votre jugement. Eh bien, je ne crois pas que ce soit toujours le cas. Parfois, il s'avère que j'ai raison. Pas toujours, mais cela arrive souvent aux avocats. Bon, peut-être que cela arrive et peut-être pas. Seul l'avenir le dira. De toute façon, dans cette affaire, votre honneur, je plaide qu'il y a là une question très importante. Et par conséquent, il serait pertinent de la part de votre honneur de procéder à une annulation. Votre requête est rejetée. Je ne vois aucune raison pour laquelle l'affaire de cet homme devrait être traitée différemment de celle des autres. En fait, maître, j'étais au départ plutôt d'avis de le condamner à une plus lourde peine, car il avait vu l'exemple de ce qui était arrivé à Field, et il savait ce qui allait arriver. Et il avait des raisons de penser qu'une peine serait infligée à son co-administrateur, Hunton. Et parce qu'il occupe une position prépondérante, pas seulement celle d'un administrateur, mais il occupe la position prépondérante de président de ce fonds, et de plus. J'estime que cette revendication de privilège de se retrancher derrière le 5e amendement était particulièrement indue et injustifiée, que ce soit légalement ou dans les faits, parce qu'il avait soumis un document devant ce tribunal, au moment où la caution a été acceptée, dans lequel il se définissait comme étant un administrateur de ce fonds. À la barre, il a refusé, s'appuyant sur cette revendication de privilège, de reconnaître ou de déclarer qu'il était un administrateur de ce fonds. J'estime donc avoir traité son cas avec une extrême clémence. Bien, votre honneur, je pense que tout en reconnaissant la façon de voir de votre honneur sur Eh bien, le... maître, je suis ravi que vous appréciiez ma position. La position morale de votre honneur sur ce sujet n'a rien à voir, ou à peu à voir avec la question de droit qui nous occupe ici. Eh bien, hormis la question de la sentence, je voulais que vous sachiez juste ce que j'en pense et je suis ravi que vous appréciez ma position. Juillet 1951. À l'issue du procès, Dachilamet est incarcéré.
exécutive de la sous-commission sénatoriale permanente sur les enquêtes de la commission des opérations gouvernementales. La sous-commission s'est réunie conformément à la résolution du Sénat numéro 40 du 30 janvier 1953 à 14h, salle 357, dans les bureaux du Sénat, sous la présidence du sénateur républicain Karl Mundt. Étaient notamment présents un sénateur démocrate, John McClellan, et Roy Cohn, premier substitut. Audience du mardi 24 mars 1953. Témoignage à huis clos avant la déposition officielle et publique qui se tiendra 2 jours plus tard. L'audience est ouverte. Monsieur le Président, le premier témoin est Monsieur Hamet. Monsieur Hamet, jurez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, jurez-le devant Dieu. Je le jure. Asseyez-vous. Monsieur Cohn, continuez. Monsieur Hamet, veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. Samuel Dashiell Hamet. Et quelle activité exercez-vous? Écrivain. Vous êtes auteur. C'est exact. Depuis combien de temps vous consacrez-vous à ce métier? Depuis 1922, environ 30 ans. Vous savez qu'un nombre important de vos œuvres sont utilisées dans le programme d'information du département d'État? Je l'ignorais jusqu'à ce que vous me l'indiquiez au téléphone. Pensez-vous que vous avez bénéficié de conditions avantageuses concernant vos droits d'auteur? J'en doute, parce qu'en y réfléchissant, il y a des chances que les droits pour la radio qui ont été vendus soient détenus par les gens du cinéma. Êtes-vous actuellement membre du Parti communiste? J'invoque mes droits garantis par le 5e amendement, et je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Étiez-vous membre du Parti communiste en 1922? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Vous avez écrit un grand nombre de livres entre 1922 et aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Combien environ? 5, il me semble. Seulement 5 livres? Oui, et beaucoup de nouvelles et de textes qui ont fait l'objet de réimpression. Si je devais vous demander pour chacun de ces livres si vous étiez membre du Parti communiste à l'époque où vous les écriviez, quelle serait votre réponse? La même. Vous refuseriez de répondre pour la raison que vous avez invoquée? Oui. Avez-vous écrit une nouvelle qui pourrait être considérée comme n'étant pas une nouvelle policière? Oui. Laquelle? J'ai écrit bon nombre de nouvelles qui n'étaient pas des nouvelles policières. Certaines traitent-elles de questions sociales? Oh, je ne crois pas. Si, il y en a une, je m'en souviens. Enfin, si vous la classez dans la catégorie des questions sociales. Certaines nouvelles ont été d'abord publiées en recueil broché avant de l'être sous forme de livres. Parmi ces nouvelles, y en avait-il qui abordaient des questions sociales? Oui. À vrai dire, il y en aurait plus ou moins une sur ce sujet, si je me souviens bien. Une nouvelle dont le titre était Nightshade. Nightshade. Nightshade, qui traite des relations entre les Blancs et les Noirs. Dans quel livre est-elle parue? Je ne sais pas, parce que celle-ci a été publiée dans une de ces rééditions ou anthologies qui furent largement diffusées. Pratiquement toutes ces nouvelles sont parues chez Mercury, soit chez Evans, soit chez Dell. Ont-elles toutes été publiées à l'origine dans un magazine? Oui. Celle-ci est parue pour la première fois dans un journal qui, je pense, n'existe plus. J'ai oublié son nom. Je pourrais vérifier. Quand vous avez écrit cette nouvelle, Nightshade, étiez-vous membre du Parti communiste? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Est-ce que cette nouvelle reflétait d'une quelconque manière la position du Parti communiste? Difficile de répondre. Sur le terme « reflétait ». Je dirais non, elle ne la reflétait pas. C'était une nouvelle contre le racisme. Diriez-vous qu'elle ressemblait, qu'elle est reflétée ou non à la position du Parti communiste en ce qui concerne les questions raciales? Non, je ne saurais dire. Je pourrais répondre à cette question si tant est que vous la posiez simplement sous la forme de « est-ce qu'elle la reflétait d'une quelconque façon plus que, disons, la position d'autres partis politiques ?» Je serais alors obligé de dire non. Je crois qu'en vérité, elle ne reflétait cette idée ni consciemment ni exclusivement. Ni consciemment ni exclusivement, avez-vous déjà eu des contacts avec le comité des publications du Parti communiste? Non. Vous n'avez eu aucun contact? Non. Connaissez-vous des membres du comité des publications du Parti communiste? Il faudrait m'en citer. Connaissez-vous Alexander Trachtenberg? Je dois y réfléchir. Je crois que je refuse de répondre à cette question car la réponse pourrait me porter préjudice. Connaissez-vous Louis F. Budens? Non. Connaissiez-vous Alexander Bittelman? Je crois. Ou plutôt, j'ai l'impression qu'il était dans la prison de West Street en même temps que moi. Où ça? En prison? Oui. J'ai purgé 6 mois suite à l'affaire du fonds de cautionnement. 5 mois, car j'ai bénéficié d'un mois de réduction de peine pour bonne conduite.
Il s'agissait d'une condamnation pour outrage à magistrat. C'était en rapport avec l'affaire du fonds de cautionnement. Oui, après que les communistes se sont soustraits à leur obligation de comparaître devant le tribunal, les 3 administrateurs, y compris M. Hamet, ont été convoqués et ont refusé de répondre aux questions sur l'endroit où se trouvaient ces fugitifs, et ils ont refusé de produire les livres de compte du fonds de cautionnement, et ils ont été condamnés à des peines de prison. Est-ce un compte-rendu des faits assez fidèle? Assez. Bittelman était-il incarcéré pour la même raison? Ce qui s'est passé, c'est que la caution a été révoquée. Et puisqu'il y avait un groupe de prétendus communistes en liberté sous caution avancée par le fonds de cautionnement jusqu'à ce que celle-ci soit rejetée, ils sont restés en liberté le temps de réunir l'argent de la caution à partir d'autres financements. Touchez-vous des droits d'auteur de la vente de vos livres? Oui. En d'autres termes, quand un exemplaire de votre livre est vendu, vous touchez des droits d'auteur? Oui. À combien s'élèvent d'habitude les droits d'auteur? Je ne sais pas. Je crois que les miens s'élèvent à 15%. Les contrats des éditeurs prévoient qu'ils démarrent à 10% et ils ont une clause stipulant que si les ventes dépassent un certain seuil, le pourcentage augmente. Je crois que le mien est un taux fixe à 15%, mais je n'en suis pas certain. Avez-vous déjà versé de l'argent au Parti communiste? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Avez-vous d'autres revenus en dehors de ceux provenant de vos écrits? Non. Il y a eu une époque où c'était le cas, actuellement, non. Y a-t-il eu des sommes d'argent provenant de vos droits d'auteur sur les ventes de ces livres qui ont servi à financer le Parti communiste? J'invoque mes droits garantis par le 5e amendement et je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Monsieur le Président, je crois que je n'ai plus rien à demander à Monsieur Hamet. Vous pourriez indiquer pour le procès-verbal à quelle échelle le département d'État a acquis ces livres et comment il les a diffusés dans les bibliothèques d'information installées à l'étranger? À grande échelle. Nous aurons les chiffres exacts demain matin, mais je dirais que le nombre d'exemplaires en circulation se chiffre par centaines. D'autres questions? Sinon, vous pouvez vous retirer. Monsieur Hamet, nous souhaiterions vous voir demain matin en audience publique, comme je vous l'ai expliqué. Pourriez-vous être présent demain matin? Je peux l'être. Demain matin, dans cette salle, à 10h15. Merci. J'en ai terminé pour aujourd'hui? C'est fini en ce qui vous concerne. Jusqu'à demain matin, 10h15. Monsieur Hamet, j'aimerais vous poser une dernière question. Vous avez répondu à la question de savoir si oui ou non vous receviez des droits d'auteur de vos livres. Je crois que vous avez précédemment déclaré que certains de vos textes ou de vos nouvelles, certains de vos livres avaient été achetés par le cinéma. Est-ce exact? Oui. Percevez-vous également des droits d'auteur de cette source? Non. J'ai dit cela à propos de la radio. Avec le cinéma, en règle générale, mes livres l'ont tous été. Enfin, mes 4 livres vendus au cinéma l'ont tous été, intégralement. Mais il existe, comme je l'ai dit, une clause sur la partie concernant les droits radiophoniques. Oh, il faudrait que je relise mes contrats. Mais les sociétés de production cinématographique avaient inclus une clause qui leur assurait également les droits radiophoniques. Dois-je comprendre que l'industrie du cinéma ne vous paye rien pour votre travail? Non. Ils achètent les droits cinéma. Ça dépend des sociétés. Cependant, les droits de diffusion à la télévision font l'objet d'un litige parce que cette question n'avait pas été soulevée jusqu'à présent. Mais les contrats couvraient les droits radio. En d'autres termes, chaque fois qu'ils ont réalisé un film à partir d'un de vos livres ou d'une de vos nouvelles, ils vous ont établi un contrat et vous ont payé une bonne fois pour toutes vos droits cinéma. C'est exact. L'autre clause, ils l'ont incluse parce qu'ils n'avaient aucune intention de vendre les droits radiophoniques. Car à cette époque, on voyait la radio comme concurrente du cinéma. Pas question donc de les adapter en même temps à la radio, en feuilleton. Bien, je vous remercie. Merci. Audience du 26 mars 1953. Programme d'information du département d'État. Travaux de la sous-commission permanente sur les enquêtes de la commission sénatoriale des opérations gouvernementales. Présidée par le sénateur républicain Joseph McCarthy. Monsieur le Président, le témoin suivant est Monsieur Tachil Hamet. Monsieur Hamet, voulez-vous bien lever votre main droite? Dans le cadre de cette audience, jurez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, jurez-le devant Dieu. Je le jure. Pourriez-vous, monsieur, nous décliner votre identité, s'il vous plaît? Samuel Tachil Hamet. Vous êtes Samuel Tachil Hamet, c'est bien cela? C'est cela. Et quelle profession exercez-vous? Écrivain. Vous êtes écrivain, est-ce exact? C'est exact.
Et vous êtes l'auteur d'un certain nombre de romans policiers plutôt connus, est-ce exact? C'est exact. En plus de cela, vous avez écrit à vos débuts, je crois, sur certaines questions sociales, est-ce exact? Eh bien, j'ai écrit des nouvelles qui peuvent être... Vous savez, il est impossible d'écrire quoi que ce soit sans prendre position d'une manière ou d'une autre sur les questions sociales. Vous dites qu'il est impossible d'écrire quoi que ce soit sans prendre position d'une manière ou d'une autre sur une question sociale. Bon. Êtes-vous l'auteur d'une nouvelle intitulée Nightshade? Oui. Monsieur le Président, je dois exposer ici le fait que quelques 300 livres de Monsieur Hamet sont aujourd'hui en circulation dans le service d'information, répartis, je crois, dans 73 centres d'information. Ah, veuillez m'excuser, il s'agit en fait de 300 exemplaires sur 18 titres. Vous n'avez pas écrit 300 livres, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup de livres. Et il y a 18 titres en circulation, dont des recueils de nouvelles et d'autres choses, et il y en a quelques 300 exemplaires comme ça, répartis dans 73 centres d'information. Voyons, Monsieur Hamet, quand avez-vous écrit votre premier livre publié? Mon premier livre était Moisson rouge. Il a été publié en 1929. Je crois que je l'ai écrit en 1927 ou 1928. Mais à l'époque où vous l'avez écrit, étiez-vous membre du Parti communiste? J'invoque mes droits garantis par le 5e amendement de la Constitution américaine et je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Quand avez-vous écrit votre dernier livre publié? Eh bien, je ne peux pas vraiment répondre car certaines de mes nouvelles ont été reprises en recueil. Je pense que ça remonte aux années 30 ou peut-être aux années 40. Dans les années 30 ou 40, à l'époque où vous avez écrit votre dernier livre publié, étiez-vous membre du Parti communiste? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. En parlant de ces livres, si je devais vous demander si vous étiez membre du Parti communiste à l'époque où vous les avez écrits, quelle serait votre réponse? Même réponse, je refuserai de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Monsieur Hamet, êtes-vous actuellement membre du Parti communiste? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Monsieur Hamet, permettez-moi de vous poser cette question. Mettons de côté votre cas. Peut-on présumer que tout membre du Parti communiste, selon la discipline communiste, fasse d'ordinaire de la propagande pour la cause communiste, peu importe qu'il écrive des romans ou des traités politiques? Je ne peux pas répondre à ça car honnêtement je n'en sais rien. Bon. Vous nous avez déclaré que vous ne nous diriez pas si vous êtes actuellement membre du Parti communiste. Car si vous nous répondiez, la réponse pourrait vous porter préjudice. Une telle déclaration est logiquement interprétée par cette commission et par le pays dans son ensemble comme signifiant que vous êtes membre de ce parti, car si vous n'en étiez pas membre, vous diriez simplement non, et cela ne serait pas utilisé contre vous. Voyez-vous? La seule raison qui vous donne le droit de refuser de répondre est que vous sentez qu'une réponse sincère vous porterait préjudice. Une réponse indiquant que vous n'êtes pas communiste, si vous n'êtes pas communiste, ne pourrait vous porter préjudice. Par conséquent, je présume que vous en savez beaucoup sur le mouvement communiste. Est-ce que ceci est une question, monsieur? C'est un simple commentaire à propos de votre déclaration. Maître Cohn, avez-vous d'autres questions? Absolument. Bien, Monsieur Hamet, avez-vous perçu des droits d'auteur sur ces différents livres que vous avez écrits? Oui. Et je présume que si le département d'État a acheté 300 livres, ou je ne sais trop combien, vous recevez des droits d'auteur. C'est fort probable. Pourriez-vous nous indiquer, sans trahir un secret professionnel, à combien au juste s'élèvent vos droits d'auteur en pourcentage? Eh bien, on ne trahit là aucun secret professionnel. Il faudrait que je recherche dans mes contrats. Et en fait, leur taux varie. Sur les livres publiés chez Alfred Knopf, des livres vendus à $2 ou $2,50 ou peu importe leur prix, je crois que ça démarre à 15%. Sur les recueils de nouvelles, dont la plupart sont des réimpressions, les droits d'auteur sont moins élevés que ça. Est-ce qu'une partie de l'argent que vous avez reçu du département d'État s'est retrouvée dans les caisses du Parti communiste? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Je vais vous poser la question autrement. Avez-vous donné au Parti communiste une partie de vos droits d'auteur perçus au titre de l'achat de ces livres par le département d'État? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Vous avez le droit de refuser. Bon. Est-il exact de dire que vous avez reçu des sommes importantes de vos droits d'auteur résultant de tous les livres dont vous êtes l'auteur? Oui, c'est juste. Et vous refusez de nous dire si certaines de ces sommes d'argent sont allées au Parti communiste? C'est exact. Bien, Monsieur Hamet, est-il vrai que vous avez fréquemment prêté votre nom en tant que parrain et membre d'instances dirigeantes d'organisations servant de couverture au Parti communiste? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Monsieur Hamet, est-il vrai que vous avez dernièrement purgé une peine de prison pour outrage à magistrat? Oui. Et dans quelles circonstances cela s'est-il produit?
Par mon refus de répondre à la question de savoir si j'étais ou non administrateur du fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques. Puis-je demander au photographe de ne pas utiliser de flash pendant la déposition du témoin? Vous déclarez donc que c'était dû à votre refus de répondre. Le fait est, vous étiez administrateur du fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques, n'est-ce pas? Oui, c'est bien pour ne pas avoir répondu à cette question que je suis allé en prison. Bien, permettez-moi de vous demander, étiez-vous administrateur du fonds de cautionnement du Congrès des droits civiques? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Et est-il vrai que le chef d'accusation du gouvernement était que vous étiez un des garants de la caution de 4 fugitifs, des dirigeants communistes, et que lorsqu'ils ont disparu et fui, vous avez été convoqué pour voir si vous pourriez aider la Cour en dévoilant l'endroit où ils se trouvaient, et qu'un certain nombre de questions vous ont été posées au sujet du lieu où ils se cachaient, sur vos activités en tant que garant, en tant qu'administrateur de ce groupe qui a versé de l'argent pour la caution, et que vous avez refusé de répondre. Je ne me souviens pas, je ne sais plus si on m'a interrogé sur le lieu où il se trouvait. Bien, je vous poserai à présent cette question. Connaissez-vous le lieu où se trouve l'un ou l'autre de ces dirigeants communistes en fuite? Non. J'ai lu que Gus Hall était en prison. Vous savez que Gus Hall a été capturé. Et les 3 autres? Je ne sais pas. Vous déclarez que vous ne savez pas? Je ne sais pas. Vous déclarez que vous ne savez pas où ils sont en ce moment. Saviez-vous où ils se trouvaient durant la période où le gouvernement les recherchait? Non. Dois-je comprendre que c'est vous qui aviez pris des dispositions pour la caution de ces fugitifs? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Avez-vous fourni une partie de l'argent pour la caution, ce qui a permis à ces dirigeants communistes d'être libérés sous caution puis de se soustraire à la justice? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Vous êtes-vous jamais impliqué dans l'espionnage à l'encontre des États-Unis? Non. Vous êtes-vous jamais impliqué dans des opérations de sabotage? Non, monsieur. Croyez-vous que le système communiste soit meilleur que le système pratiqué dans ce pays? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne comprends vraiment pas ce qu'elle signifie. Est-ce que le système communiste est meilleur que le système pratiqué dans ce pays? Croyez-vous que le communisme tel qu'il est pratiqué en Russie d'aujourd'hui est supérieur à notre forme de gouvernement? Eh bien, indépendamment de ce que je pourrais penser du communisme dans la Russie d'aujourd'hui, il est peu vraisemblable, vous savez, qu'il y ait un seul système. Un qui soit meilleur pour un pays et un qui soit meilleur pour un autre. Je ne crois pas que le communisme russe soit meilleur pour les États-Unis, pas plus que je ne croirais qu'une certaine forme d'impérialisme soit meilleure pour les États-Unis. Vous semblez établir une distinction entre le communisme russe et le communisme américain. Bien que je n'y vois aucune différence, je présumerais qu'il en existe une, pour les fins de l'interrogatoire. Pensez-vous que le communisme américain serait un bon système à mettre en œuvre dans ce pays? Je me vois dans l'obligation de refuser de répondre à cela, car la réponse pourrait me porter préjudice. Car, je veux dire, on ne peut y répondre ni par oui, ni par non. Vous ne pourriez répondre ni par oui, ni par non à la question de savoir si vous pensez que le communisme est supérieur à notre forme de gouvernement? Voyez-vous, je ne comprends pas. La théorie communiste n'est pas une forme de gouvernement. Vous savez, il n'y a pas de gouvernement. Et en fait, je ne sais pas, et je ne le pourrais pas sans... Mais en fin de compte, j'ai peur de ne pas pouvoir y apporter une réponse sûre et certaine. Favoriseriez-vous l'adoption du communisme dans ce pays? Vous voulez dire maintenant? Oui. Non. Vous ne le feriez pas? D'une part, cela me semblerait peu envisageable si la plupart des gens n'en voulaient pas. Étiez-vous favorable au système communiste à l'époque où vous écriviez ces livres? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Sénateur McClellan, aviez-vous une question à poser? Oui, monsieur. Vous refusez de répondre à nombre de questions, vous abritant derrière les dispositions du 5e amendement de la Constitution, parce que vous avez peur que les réponses puissent vous porter préjudice si vous répondiez aux questions. Êtes-vous sincère et honnête en affirmant cela sous serment? Très sincère, monsieur. J'ai véritablement peur que les réponses me portent préjudice ou puissent me porter préjudice. Puisque vous dites que vous avez peur, ne sentez-vous pas que votre refus de répondre vous rend vous-même délibérément coupable aux yeux de l'opinion publique? N'êtes-vous pas délibérément en train de vous rendre coupable aux yeux de l'opinion publique en vous abritant derrière le 5e amendement de la Constitution? Ne le comprenez-vous donc pas? Je ne crois pas qu'il en soit ainsi, monsieur. Et si ça l'était, malheureusement, ou heureusement pour moi dans ces circonstances, ce n'est pas l'opinion publique qui m'a envoyé 6 mois en prison. C'est la violation de la loi qui vous a envoyé en prison, qui vous a valu d'être arrêté. Est-ce à cela auquel vous faites allusion? L'opinion publique, par opposition au fait d'être arrêté, est-ce cela que vous essayez de nous dire? Non, monsieur. Je ne voulais pas mal interpréter vos paroles. Je pensais que peut-être l'opinion publique, ou du moins juste l'opinion judiciaire, avait quelque chose à voir avec votre emprisonnement.
Ce n'était pas un acte volontaire, n'est-ce pas? D'aller en prison? Oui. Non, monsieur. Ma foi, l'opinion publique a dû avoir quelque chose à y voir, ou du moins l'opinion judiciaire. Je ne veux pas me méprendre sur qui que ce soit. Je ne crois pas que l'opinion le souhaite. Nous voulons vous garantir toute possibilité d'être honnête vis-à-vis de la commission. D'être honnête vis-à-vis de vous-même. D'être fidèle à votre pays, si votre pays représente quelque chose pour vous. Et j'aimerais vous poser la question suivante. Cette commission et l'opinion en général serait-elle dans l'erreur si elle se forgeait un avis à partir de vos réponses, ou plutôt de votre absence de réponse, à des questions importantes et à partir de votre comportement à la barre des témoins, et qu'elles en concluaient que vous êtes communiste, que vous avez été communiste, et que vous continuez à suivre et à défendre la philosophie communiste? Serions-nous dans l'erreur à vous juger de cette façon d'après vos actes? Je refuse de répondre à cette question car la réponse pourrait me porter préjudice. Nous sommes donc libres de nous forger un jugement d'après nos observations et nos conclusions, fondé sur votre refus de répondre et votre comportement à la barre. Est-ce une question, monsieur? Bon, si vous voulez y répondre, c'est une question. Voulez-vous vous abriter de nouveau derrière la Constitution? Oui, monsieur. Très bien. Ce sera tout. Bien. Pour votre information, au cas où vous l'ignoreriez, Monsieur Budens, l'ancien rédacteur en chef du journal communiste Daily Worker, vous a désigné comme l'un de ceux utilisés par le Parti communiste pour promouvoir la cause communiste. Et il a cité votre nom comme un communiste qui suivait la discipline du parti, et reconnu comme tel. Si vous souhaitez apporter un commentaire, vous le pouvez. Non, monsieur, je n'ai aucun commentaire à faire. Je n'ai pas d'autres questions. J'aimerais vous demander, Monsieur Budens dit-il la vérité en nous affirmant que vous étiez communiste? Je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice. Quand il nous a affirmé que vous suiviez la discipline communiste? Je refuse de répondre pour les mêmes raisons. Puis-je poser une dernière question, Monsieur Hamet? Si vous dépensiez, comme nous le faisons, plus d'une centaine de millions de dollars par an pour financer un programme dont la vocation supposée est de combattre le communisme, et si vous étiez responsable de ce programme de lutte contre le communisme, achèteriez-vous les œuvres de quelques 75 auteurs communistes et diffuseriez-vous leurs livres aux quatre coins du monde estampillés d'une approbation officielle? Ou préférez-vous plutôt ne pas répondre à cette question? Eh bien, je crois... Enfin, je n'en sais rien. Si je devais lutter contre le communisme, je ne pense pas que je le ferais en permettant aux gens de lire un quelconque livre. De la part d'un auteur, c'est une réaction étonnante. Merci, vous pouvez vous retirer. Interrogatoire. Les minutes des interrogatoires de Dashiell Hamet devant la commission des activités anti-américaines. Dashiell Hamet, Alain Libolt. avocat Victor Rabinovitz. Avocat Victor Rabinovitz, Augustin Legrand. Juge Sylvester Ryan, Alain Rimond. Procureur Irving Sepol, Quentin Bayot. Avocate Mary Kaufmann, Guylaine Londaise. Officier de police fédéral, Grégory Kidel. Greffier, Jérémy Boireau. Sénateur Karl Mundt, Patrice Bornand. Premier substitut, Roy Cohn, Benjamin Habitant. Sénateur Joseph McCarthy, Cyril Botorel. Sénateur John McClellan, Philippe Magnan. Et avec les voix de Marina Moncade et Nathalie Benat. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son et mixage, Philippe Bredin. Montage, Régis Nicolas. Assistante à la réalisation, Marie Dupuis. Réalisation, Cédric Aussire. Interrogatoire de Dashiell Hamet est traduit par Nathalie Benat et publié aux éditions Alia. Je refuse de répondre.